ces temps très lointains de notre premier millénaire, il y avait encore sur les bords de la rivière des elfes, des lutins, des gnomes et naturellement des druides, des birettes et des sorcières pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Des humains ordinaires allaient et venaient parmi ces êtres étranges sans s'en inquiéter outre mesure. On pouvait même croiser quelques trolls quand des oies sauvages venaient à passer par chez nous. Les croyances d'alors laissaient la place à la magie, aux mystères de Dame Nature et aux forces obscures de notre mère Gaïa. Les Ligériens conservaient la souvenance des traditions carnutes. En braves païens, ils honoraient les forces telluriques, respectaient les mystères et se soumettaient humblement aux fantaisies du ciel, des eaux et des vents. Rien n'était impossible à qui avait des yeux et un cœur pour regarder au-delà du visible. Sur les bords de notre Loire, on a un lieu dit du fer à cheval, à 2 enjambées d'ouvrir les champs. Un magnifique et vénérable chêne se dressait là, ses racines plongeant dans l'eau. La chose est si rare qu'il était devenu un objet de grande dévotion. Ses branches recouvraient une boucle réputée, un coude d'eau aux vertus bénéfiques. Il y avait là, disait-on, grande et sombre fosse qui cachait bien des trésors. Personne n'était jamais revenu de ces profondeurs secrètes, et bien rares étaient encore ceux qui osaient, à leurs dépens, s'y aventurer. Puis vint un temps qui se voulut éclairer. Les hommes, porteurs d'une nouvelle croyance, imposaient leur foi, et repoussaient toutes les vieilles simagrées. Leurs yeux étaient tournés vers le ciel, ce n'est pas la meilleure manière d'honorer une rivière. Ils avaient une foi étrange, qui voulait faire table rase de toutes celles du passé. Les petits êtres fabuleux disparurent progressivement des berges et des varennes. Seuls leurs souvenirs hantaient les fables qu'on se disait à la veillée. Un homme de ce Dieu unique voyait en notre chaîne un danger potentiel. Il repérait de temps à autre des rites secrètes, des offrandes impies au pied d'un arbre qui lui faisait ombrage. Il avait l'esprit retors et force colossale. C'est armé d'une hache qu'il abattit cet ennemi de la vraie foi. Croyant amadouer les gens qu'il avait vraisemblablement offensés, il commanda aux charpentiers du coin d'en faire une scute, un grand bateau de commerce et d'autres pratiques dont il ferait cadeau à toute la communauté villageoise. Le charpentier eut bien grand souci à mener à terme son entreprise. Il rencontra chagrins et tourments, tant il brisa ses outils, usa trop vite le fil de ses lames, et eut souvent grand tracas et nombreuses maladies à lui tourner les sangs. Il s'obstina. C'est qu'il n'avait pas le choix. Il avait besoin de l'argent, et le moine lui avait promis une bourse bien pleine pour paiement de sa mission sacrée. Sa mégère avait beau le supplier de cesser ce travail, qui avait le mauvais œil, le pauvre bonhomme ne pouvait plus reculer. Finalement, à bout de force, aux limites de sa santé, épuisé et abargé, notre charpentier livra une embarcation si gracieuse que le moine lui-même en fut tout ébaubi. Elle trouva naturellement sa place dans le grand trou d'eau, là où jadis l'arbre imposait ses branches et sa puissance. C'est alors que le cours des choses habituelles fut chamboulé par les grimaces du destin, par d'étranges tours de la Loire et des forces occultes. La belle scute, c'est ainsi qu'on nommait ce genre de bateau, n'en faisait qu'à sa proue. Elle refusait obstinément de sortir de l'anse dans laquelle elle baignait, agrippée à son arrivelle à n'en pouvoir partir. On fit appel à un gouverneur, nom que l'on donnait jadis à ceux qui gouvernaient aux destinées d'un bateau. Nautier réputé, homme de grande expérience, il tourna en tous sens, vira, tournicota, mais jamais ne put sortir de la passe. Il y avait grand tourbillon, courant contraire et mystérieux, force qui piégeait la scute en se faire à cheval. L'homme partit exaspéré, il se savait ridiculisé par cette magie liquide. Une
nourrice, qui avait l'habitude de donner le sein à tout le gnos du pays à l'ombre de notre défunt chêne, pensa qu'elle avait une relation particulière avec le vieil arbre. Elle avait souvent manié la bourde, elle avait grande force dans l'épaule et ne rebutait jamais à l'effort physique. Elle mit du cœur à l'ouvrage. Le bateau restait comme collé, aspiré par les entrailles de ce trou d'eau. Jamais elle ne put sortir de cette boucle. Elle aussi abandonna la partie. On murmurait dans tout le pays, les gens retrouvaient leurs vieilles croyances, ils évoquaient des forces mystérieuses qui remontaient à la nuit des temps celtiques. Le moine, devinant là une mauvaise affaire pour son petit commerce spirituel, prit le bateau par les cornes. Il vint sur la grande barque muni d'un crucifix, d'une gousse d'ail et de formules exorcistes. Si la foi soulève des montagnes, elle ne fut d'aucun secours pour déplacer l'embarcation. Il jura, et certains prétendirent que le bon père blasphéma son patron avant de quitter les lieux la tête basse. Quand on a un souci de taille, une énigme insoluble, dans le pays de Loire on fait appel à une pucelle. L'habitude restera longtemps encore dans les environs. La demoiselle, armée de sa fleur et de sa naïveté, s'excrima de toutes ses forces pour faire sauter le bouchon. La barque resta sourde à ses coups de rein. Elle restait immobile, ne bougeait pas d'un pouce en ce lit qu'elle ne voulait pas quitter. Un petit gamin, moqué dans toute la région, nommé Berlaudio, un gentil, un pauvré, un bredin, comme on dit en bord de Loire, vint un jour, sans rien dire à personne. Celui qui se trouvait affublé du terrible surnom de Gland ne voyait le mal nulle part et n'avait peur de rien. Il monta sur ce bateau que plus personne ne voulait embarquer. Sans aucun effort, ce simplet se fit écouter des flots et s'en sauva de ce piège mouvant. La scute naviguait enfin. Oh, le bateau fut alors très utile aux gens du pays. Il accomplit bien des miracles quand les eaux s'encoléraient, que la Loire montrait des dents, mordait les berges et dévorait les turcis. Elle allait au secours des fermes isolées. Elle fit tant et si bien que les païens oublièrent les sortilèges et se tournèrent définitivement vers le moine revenu en grâce par le truchement de ce cadeau si précieux. De cette histoire, il se fit une habitude pour les gars de la marine. Les matelots portèrent un petit gland au sommet de leur calot. Petit à petit, on en oublia l'origine. Le gland disparut pour devenir pompon, auquel des vierges et des bien moins chastes continuent d'accorder des vertus magiques. Quant à nos mariniers de Loire ne croyant en rien toutes ces menteries, ils se sont toujours satisfaits de leur bio chapeau de feutre, avec lequel, il faut bien le reconnaître, ils ont l'air moins nigauds que les autres collègues qui vont sur l'eau. Bercé par le courant, la feuille alors comprend un peu de ces mystères, ce mirage vivant.